À ses débuts, le FLN, le Front de Libération Nationale algérien, ne comptait que quelques centaines de partisans mal armés. En 1956, ils étaient près de 20 000, bien entraînés. On les appelait les Moudjahidines, les frères. Plus aucune région n'était à l'abri de leurs attaques. Contrairement à l'espoir caressé par les Français, la révolte ne cessait de croître en importance. Et l'opinion mondiale commençait à s'y intéresser. Introduits à l'ONU, les chefs du FLN étaient courtisés par les capitales arabes, cela allait de soi, mais aussi de plus en plus par celles du tiers-monde. Enfin, des rumeurs commençaient à circuler à propos de méthodes douteuses employées contre la population civile par l'armée française. La guerre d'Algérie entrait dans une nouvelle phase, une phase pleine d'amertume. Les Français n'avaient cessé d'amener des renforts. Le président Mollet avait promis 1 demi-million de soldats aux pieds noirs. Pour y arriver, il avait fallu rappeler des réservistes et prolonger la durée du service. Jamais jusqu'à ce jour, des miliciens n'avaient été envoyés combattre outre-mer alors que la métropole était en paix. Ces centaines de milliers de soldats en Algérie signifiaient que des centaines de milliers de familles étaient maintenant concernées. Un fait peut-être sous-estimé par les hommes politiques. Mais la guerre d'Algérie restait essentiellement l'affaire des professionnels, en particulier celle des parachutistes et de leurs colonels. They came to Algeria with the whole Indochina experience behind them. They lost that war. Many of them had been imprisoned by the Viet Minh at the end of the Indochina War, and they seemed to have the answers, or some answers. I mean, that in terms of psychological war, also just from a pure military point of view. La tactique et l'équipement de l'armée avaient bien évolué depuis les premiers cafouillages. Les hélicoptères, d'origine américaine pour la plupart, déposaient les troupes là où le FLN les attendait le moins. Paris n'avait rien épargné pour écraser la rébellion. Le programme de Guy Mollet, d'abord gagner la guerre, puis, dans cette position de force, chercher une solution politique. C'était le seul programme admis par les pieds noirs. Pour permettre aux professionnels ces missions choc, le reste de l'armée, composé de miliciens, cantonnait dans les villes et les villages, surveillant les voies de communication, protégeant les usines et les centrales contre les sabotages. Tâche ingrate mais bien nécessaire. Mais cela voulait dire que les vrais combats étaient le fait de la Légion étrangère et des paras, surtout des paras. Au début, les missions consistaient à dénicher les cachettes d'armes et à détruire les villages. Du moins, si on en croit les caméramens de l'armée française, car les autres journalistes n'étaient pas autorisés à se déplacer librement, ni à filmer ce qu'ils voulaient. Les opérations de maintien de l'ordre, comme on disait alors, ne différaient guère des campagnes coloniales traditionnelles. Officiellement, la France n'était pas en guerre, ce qui signifiait que ces règles pouvaient en être ignorées par les deux camps, et que l'étranger n'avait pas à s'en mêler, même et surtout les Nations Unies. Bien que luttant à 1 contre 20, les Moudjahidines continuaient à se manifester. Leur équipement s'améliorait lui aussi. Il avait plusieurs sources. Curieusement, malgré tout ce qui se prétendait alors, l'Égypte de Nasser en fournissait bien peu. Mais Paris restait convaincu que la révolte avait été organisée par le Caire et était soutenue par l'argent arabe. Une conviction qui poussa la France à s'allier à la Grande-Bretagne dans l'entreprise malheureuse de Suez.
À mon avis, ils avaient tort de considérer l'Algérie comme la France. Ils avaient tort aussi de croire que l'insurrection algérienne était inspirée, téléguidée de l'étranger, supposé Nasser ou les communistes. Ils voyaient dans l'insurrection algérienne la main de Nasser et l'œil de Moscou. C'était absolument faux. Absolument faux. C'était une insurrection nationale qui a trouvé des amis nombreux à l'extérieur. C'était une insurrection authentiquement nationale et exclusivement nationale. Weapons were easy to get all over the world. You know, the market is open. The problem was really transportation and, moreover, more than anything else, smuggling in the weapons. And this was conducted, I would say, very brilliantly by a number of young men at the time. It wasn't easy, and altogether it was a successful operation if you think in terms of statistics. That is, I would say, in spite of very remarkable successes of the French intelligence, which caught a number of small ships, 65 to 70% of the weapons we bought outside or we got from outside were smuggled in. Grâce à ces nouvelles armes, les attaques du FLN se firent plus audacieuses. Les avions d'observation en firent l'expérience. L'indépendance octroyée en mars 1956 au Maroc et à la Tunisie signifiait pour le FLN des frontières ouvertes à l'ouest et à l'est et des refuges en cas de difficulté. Après une année de lutte, le FLN vit croître son recrutement. Il fallait des nerfs solides aux moudjahidines de ces premières années de guerre. Il fallait pouvoir jauger la loyauté du compagnon au premier coup d'œil. Et toute blessure était grave car les soins médicaux étaient rares et primitifs.